ekpo dudu bokpo nunu yen dokpo no vile ka zo me ye nde bukaso yinmia vienne wendo yeme bira zo me ye. Plus rien ne marche. J'ai 4 enfants, j'ai essayé de les mettre à l'école. C'est très dur. C'est ici que nous dormons. Pour y entrer, il faut s'agenouiller et quand il pleut, on superpose les affaires pour y rester parce que l'eau rentre à l'intérieur. Un milliard de personnes sont touchées de par le monde et l'une des régions dans laquelle sévit le plus la pauvreté est l'Afrique. Un habitant sur 2 vit sous le seuil de pauvreté. Au Bénin, petit pays d'une population de 10 8 749 habitants et dont la population dépensant moins de $1 par jour est de 63,5%, le phénomène est d'une ampleur qui inquiète. L'extrême misère existe et prend de l'ampleur. Le phénomène fait des victimes mal nourries, mal logées, mal chauffées, mal vêtues, sans aucune instruction, sans soins médicaux, sans eau, sans électricité et que sais-je. Dans certains quartiers, on y voit des maisons où des familles entières vivant pêle-mêle, où des hommes, des femmes, des jeunes ou des enfants n'ont pour lit ou pour couverture ou même pour vêtements que des morceaux infects de chiffon. Ils sont, eux aussi, des acteurs d'une société à laquelle tous nous appartenons. Me référant au contexte purement africain, il faut préciser que les acteurs sociaux, les personnes humaines en Afrique, notamment au Bénin, en Afrique noire, n'arrivent pas à s'assurer 2 repas minimum par jour, n'arrivent pas à avoir de l'eau potable, n'arrivent pas à exercer des activités génératrices de revenus, n'arrivent pas à se soigner, disons, de façon moyenne. Il est à préciser donc que, au-delà de la problématique globale de pauvreté, se pose également d'emblée le problème de paupérisation, de l'extrême pauvreté et de misère. La pauvreté, une réalité qui nous interroge sur le droit à la dignité humaine et à la responsabilité de l'État à concéder aux populations le minimum des besoins vitaux. La dignité humaine, c'est le respect, c'est les égards, les considérations qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de quelque chose. La dignité de la personne humaine est donc le principe selon lequel une personne ne doit jamais être traitée comme un objet. La qualité de la personne n'est pas... C'est ce qui est important. On ne devrait pas tenir compte de la condition de la personne. Ce que je veux dire par là, c'est sans discrimination de sexe, de race, de rang social ou de condition sociale. On respecte la personne parce qu'il s'agit d'un être humain et pas autre chose. L'État a une obligation, je dirais, morale vis-à-vis de ce droit. Quand, par exemple, je prends l'exemple des pays développés où la chose est beaucoup plus facile à expliquer, évidemment, je reviendrai sur ce qui se passe dans nos pays, évidemment. Mais quand on prend l'exemple des pays développés, l'État s'implique
activement de manière à réduire la pauvreté ou à l'éradiquer totalement. C'est vrai que ce n'est pas possible de l'éradiquer malgré tout ce qui est mis en place, mais l'État a une obligation morale, je reviens là-dessus, d'éradiquer donc la pauvreté, en quelque sorte, de sauvegarder la dignité des personnes. Parlant de politique de développement ou visant à réduire la pauvreté, les gouvernants sont interpellés. La lutte est-elle vaine? L'État a-t-il les moyens de la mener? L'autre handicap ne serait-il pas la malgouvernance? Bien qu'il existe des stratégies de développement économique et social, elles semblent inefficaces et en l'air d'un pilotage à vue. Le Bénin a bien toute une série de mots et de tares. La lutte contre la pauvreté n'est pas un simple défi, c'est un défi majeur pour les pays comme le nôtre, un pays qui est en voie de développement, un pays non industrialisé, un pays dont l'économie est basée sur la monoculture, le cas du Bénin, le coton. Cela pose le problème de répartition des revenus de la nation. Parce que, je le disais tantôt, même si on a la croissance et que cette croissance n'est pas bien partagée, il y a problème. Le gouvernement parlait tantôt de prospérité partagée. Il faut nécessairement cela. Cela montre la disparité qu'on observe souvent entre des gens très riches et les gens très pauvres. Parce que justement, il n'y a pas vraiment une politique de partage, de répartition des revenus obtenus au niveau national. Donc, ce travail, c'est l'État qui doit le faire, en construisant énormément de centres de santé, en construisant énormément des salles de classe pour que les enfants puissent aller, en rendant gratuit un peu tout ça. Parce que les populations pauvres qui ont des difficultés à accéder aux soins parce qu'elles n'ont pas les moyens, il faut qu'elles puissent accéder à ces soins de façon gratuite. Donc, c'est par ces moyens indirects-là qu'on arrive à partager vraiment les revenus, construire les bonnes routes, créer l'environnement qu'il faut pour que cet environnement soit favorable pour le développement des petites activités économiques. Vous voyez? Donc, il y a tous ces problèmes qu'il faut régler, surtout au niveau de l'environnement. Et tant qu'un gouvernement ne va pas vraiment régler le problème au niveau les problèmes qu'on observe au niveau de l'environnement des affaires, il y a problème. Il y a beaucoup de choses que l'État doit faire et qu'on met sur le dos des populations. Ce n'est pas un individu, ce n'est pas une entreprise. Et c'est notre conviction, et c'est pour cela que nous disons que à la tête de l'État, il faut éviter les essais-erreurs. À la tête de l'État, il faut des gens qui ont des expériences avérées. Au niveau du gouvernement, il faut des gens qui ont des expériences avérées. Parce que nous sommes dans une situation où notre pays a des ressources mineures. Et donc, pour mieux gérer ces ressources-là, ce n'est pas des expertises moyennes, ce n'est pas de faibles expertises qui permettent de gérer un pays dans cet état. Parce que dans les conditions où nous sommes actuellement, si on doit s'amuser avec les ressources de l'État, en nommant des gens qui n'ont pas l'expertise qu'il faut pour gérer les sociétés, en nommant des gens qui n'ont pas l'expertise qu'il faut pour être ministre, en nommant des gens qui n'ont pas l'expertise qu'il faut pour être directeur de cabinet, pour être secrétaire général du ministère, mais là, on s'amuse et on ne pourra pas faire les progrès escomptés. Parce que le problème des pays sous-développés, des problèmes des pays en voie de développement comme le Nord, c'est un problème d'expertise. C'est parce qu'on gère mal. On gère dans l'improvisation. Et c'est pour cela que de plus en plus, on parle de gestion axée sur les résultats de développement. Et si on ne met pas en place des systèmes du genre pour mieux valoriser les compétences. Lutter contre la pauvreté comporte plusieurs phases et chaque président élabore la stratégie qui est la sienne. Nous avons connu ici, pendant 10 ans, un gouvernement qui a axé ses efforts sur beaucoup de social.
Elle a fait beaucoup de social avec les microcrédits. Ça permet d'impacter un bon nombre, n'est-ce pas, de nos populations. Ces actions permettent à une dame, à une sœur, une maman, avec ses 30 000 francs ou 50 000 francs, de pouvoir non seulement subvenir à quelques activités génératrices de revenus, mais de faire face aux besoins alimentaires de quelques-uns de ses enfants. Mais vous savez, l'indice de pauvreté s'apprécie par rapport à un certain nombre de choses. L'électricité, l'accès aux soins sanitaires, l'éducation. Est-ce que tout ça nous place en bonne position? Que chaque pays a sa stratégie, et chaque gouvernement a sa stratégie. Alors, il faut aller dans le sens, n'est-ce pas, de réduire la pauvreté. Comment y arriver? Ça, c'est le programme qu'élabore chaque gouvernement. Maintenant, aujourd'hui, ce dont on doit s'attendre, c'est que le panier de la ménagère, n'est-ce pas, elle ne s'améliore pas. Nous devons nous attendre à une perfection, à un renforcement des capacités au niveau de nos enseignants pour que nos enfants soient bien formés. Nous devons nous attendre à ce que l'électricité soit mieux fournie, les infrastructures sanitaires. Il faudrait que le malade qui a Calavi ne soit pas obligé de faire 2 heures de bouchon pour aller au CNHU dépourvu de plateaux techniques nécessaires. Alors, voici autant d'éléments qui restent à faire. L'éradication de la pauvreté est bien l'un des objectifs centraux des politiques de développement. Malgré des efforts politiques, le phénomène ne décroît pas tellement. Un constat bien partagé par la société civile. Quand nous prenons les différents programmes du gouvernement au niveau de l'éducation, la qualité de l'école, les mesures de gratuité de l'école, c'est bien vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont inscrits à l'école. Les filles, elles sont plus nombreuses à l'école aujourd'hui. Mais le défi, c'est leur maintien dans le système d'éducation. Combien d'enfants inscrits finissent le processus? Combien? Les redoublements, n'en parlons pas. La qualité de l'enseignement, c'est des vraies priorités, c'est des vraies préoccupations. Aujourd'hui, c'est pour le système d'éducation, comme vous le voyez, les enseignants, les grèves perlées, les conditions de vie des enseignants, les conditions de salaire des APE en général. Et en même temps aussi, la vie économique. Vous voyez comment c'est dur, comment vivre à Cotonou, là, c'est difficile. Ils n'arrivent pas à avoir un repas par jour. Ça, c'est les critères d'identification du pauvre, ça. Nous disons que là, on est en ville, on est à Cotonou, on est en zone urbaine, mais en zone urbaine, il y a aussi des pauvres. Sans compter que le gouvernement ne dit rien par rapport au loyer, par exemple. Les loyers. Ça, c'est des mesures. Il y a des pans que le gouvernement doit prendre en compte. Lorsque je suis un salarié, je gagne 30 000 ou 50 francs par mois, et je dois payer comme loyer 30 à 40 000 francs par mois. Vous imaginez? Vous voyez des fonctionnaires qui vivent dans des taudis parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les moyens pour avoir un toit sur leur tête. Les propriétaires, suivant leur humeur, augmentent les loyers suivant leur bon vouloir. Il n'y a aucune réglementation. Ça, c'est les défis des dirigeants et surtout de nos gouvernants. La pauvreté, ça a plusieurs visages. Ça prend plusieurs formes. Malgré les critères d'identification des pauvres, il y a encore chaque jour de nouveaux visages. De nouveaux visages de la pauvreté qui parfois semblent inaperçus ou parfois nous fermons les yeux pour ne pas voir cela. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous imaginez combien un Béninois gagne pour avoir une chambre à coucher, un salon à louer, payer 1 an, 2 ans de caution. Le loyer, chaque année, chaque mois, ça peut être augmenté. Et vous voulez qu'ils vivent comment? Comment ils peuvent vivre décemment, manger, se loger, se vêtir? C'est difficile. Et ça, c'est des vraies réalités. Si nous prenons par exemple la santé. Au niveau de la santé, on a vu défiler beaucoup de programmes. Nous avons vu les ONG aussi faire
elles ont exécuté suivant. Et elles ont fait ce qu'elles peuvent dans l'accompagnement des programmes, dans l'exécution des programmes gouvernementaux. Mais la réalité reste ce qu'elle est. Et on fait semblant de ne pas voir les vraies causes. Et on déclenche des actions dont on est conscient que ça ne peut pas aboutir. Tant que le pauvre est pauvre, il n'a pas les moyens pour acheter même le médicament à nom générique, vous voulez qu'il ait acheté quoi? Vous voulez quoi? Ça, ce sont les vrais problèmes. Moi, je souris quand je vois la lutte contre les médicaments folactés et tout, c'est bon. Mais on ne peut pas éradiquer cela si on ne va pas à la base. Celui qui pense qu'avec 10 francs, 25 francs, d'accord, 100 francs, il peut se soigner en achetant déjà une plaquette des produits nigérians là. D'accord? Par contre, même les produits génériques, ça n'a pas de 200, 500, 1000 francs. Mais s'il n'a pas les moyens, dans ces différents domaines-là, aujourd'hui, des foyers, des ménages sont sans électricité. Plein. L'accès à l'électricité est onéreux. C'est onéreux. Comment vous voulez, avec l'indice que nous avons, avec les moyens, les ressources par habitant, comment vous voulez que je puisse louer, avoir de l'électricité, avoir de l'eau potable, les payer? C'est le service qu'il faut payer. Je n'ai pas ces moyens. Nous sommes dans la lutte contre la pauvreté. La lutte financière surtout. Mais ce n'est pas facile. Dis-moi, quel être humain veut vivre dans un taudis? Quel être humain? Non. Parce qu'ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Et c'est ça la vraie problématique. Ça, il faudrait que nous puissions revoir les vraies causes. Souvent, on attaque les effets. Il faut que nous regardons les causes. Imaginez, aujourd'hui, quand vous faites le point, ça n'a pas fonctionné. L'alphabétisation reste encore un problème. Ça a reculé. Les débats sur les politiques de développement ont mis la lutte contre la pauvreté au centre des objectifs de divers acteurs, dont non seulement l'État, mais aussi les organisations non gouvernementales qui, avec ou sans l'aide internationale, se battent quand même pour soulager les populations. Et dans leur action, elles sont confrontées de part et d'autre à des problèmes. Parlant des difficultés, ces ONG, entre autres, doivent compter avec les brebis galeuses dans leur rang qui sont responsables de leur décrédibilisation sur la scène internationale. Par ailleurs, elles sont aussi freinées par des politiques nationales centrées sur les intérêts personnels. Parfois, l'argent est accaparé par les dirigeants pour leurs besoins ou pour être distribué à leur clientèle électorale. Nous constatons nous-mêmes des couples dans lesquels il y a réellement un problème. Ils ont la volonté d'envoyer les enfants à l'école, mais il n'y a pas les moyens du moins, pour accompagner ces enfants. Même quand l'école était, je pense cette année, il y a quelque chose qui doit être payé. Depuis l'année passée où l'école est complètement gratuite, les frais d'inscription, bien sûr. Vous voyez, les parents ne sont pas toujours en mesure d'accompagner le peu, c'est-à-dire accompagner l'enfant. Vous voyez, l'année passée, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plus touché. Un enfant en classe de CM2 qui doit aller à l'examen. Et qu'on a donné préavis à ses parents de sortir pour 6 000 de loyer le mois. Vous voyez? Donc, le propriétaire dit, mais il n'a pas quand même les moyens de faire cela. On sommes obligés d'aller payer 3 mois de loyer pour permettre quand même au père qui est conducteur des impôts, pour dire, monsieur, n'attendez pas la fin du mois pour payer votre loyer, ne serait-ce que 200 francs par jour. Vous pouvez mettre de côté et à la fin de chaque mois, vous prenez les 6 000, vous payez votre loyer. Mais les portes sont vraiment fermées. Je ne sais pas, il n'est pas facile quand même d'avoir d'aide aujourd'hui si vous n'êtes peut-être pas dans les rouages que je n'ai peut-être pas cités. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui étaient dans le monde de la société civile et aujourd'hui ils sont devenus politiciens. Vous voyez, c'est ceux-là qui ont gangréné le réseau. Parce qu'ils ont commencé par la société civile et du coup, ils se sont retrouvés maintenant au niveau de la politique.
Maintenant, avec ça, il prend l'argent des contribuables pour aller faire la politique avec ça. Il faut qu'on laisse copains, copinage, amis, frères, sœurs dans cette affaire-là. Et que tout le monde puisse avoir accès à ce fonds. Par exemple, maintenant, si tu es quelqu'un, tu n'as pas de connaissances dans le réseau, tu ne peux jamais en bénéficier, il faut que je dise la vérité. Et vous savez, il faut que les canevas mis en place pour bénéficier de ces fonds-là soient accessibles à tout le monde. Soient accessibles. Il faut qu'ils revoient les canevas. Il faut que les canevas prennent en compte notre situation actuelle. Il faut que les canevas prennent en compte la situation actuelle des OSC, des ONG actuelles. Si vous voyez les OSC ne sont pas fonctionnels, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens. Mais un temps, il y a une autorité qui m'a dit que tu n'as pas les moyens, tu as créé l'ONG. C'est ce qui est à l'aise qui crée l'ONG. C'est parce qu'il a les moyens débordés, c'est pourquoi il veut soutenir. Non, ce n'est pas ça. Je peux avoir la volonté pour soutenir ma population sans ne pas avoir les moyens. Éliminer la pauvreté, réduire les inégalités, garantir la prospérité pour tous, des buts adoptés par une communauté internationale qui a créé le cadre de nouvel agenda de développement durable, un ultime appel des États pour la réduction de la pauvreté. Il y a les ODD, mais ça ne bougera pas parce qu'on n'aura pas utilisé les compétences qu'il faut, parce qu'on aura évincé une couche de population parce qu'ils n'ont pas voté pour le président qui est là, parce qu'il n'est pas de telle région, parce que si. Et donc, lorsqu'on s'enlise dans des critères subjectifs, comme par exemple, il faut les femmes au gouvernement, comme par exemple, il faut les jeunes au gouvernement, et on est distrait. Comme par exemple, les anciens qui sont retraités, on ne doit plus les voir, ils n'ont qu'à partir parce qu'il y a des jeunes qui veulent prendre des postes de direction générale, qui veulent être ministres. On dit les anciens qu'ils doivent partir, alors que c'est ces anciens qui ont l'expertise qu'il faut. Et donc, on se trompe royalement. On veut atteindre des résultats de développement. On sait que pour atteindre ces résultats de développement, il faut des compétences. Et on renvoie les compétences sous prétexte qu'ils ont 55 ans. Ce sont des objectifs bien élaborés, avec des cibles et des indicateurs qui sont régulièrement renseignés, bien suivis et bien évalués, de sorte que, si avec beaucoup de conscience, les pays notamment dits sous-développés ou en voie de développement ont tout intérêt à jouer leur partition. L'autre aspect du combat contre la pauvreté est bien aussi la responsabilité des plus pauvres à pouvoir profiter de quelques rares opportunités et s'autonomiser. Des politiques sociales visant à faire reculer la pauvreté appellent aussi un formatage de la mentalité du plus pauvre. Je veux que l'État me vienne en aide, qu'il m'aide à avoir un commerce et qu'il me construise un toit. Il faut que nous rééduquions nos pauvres. L'éducation des pauvres, c'est aussi une nécessité. Pour que les différents programmes arrivent à les sortir de leurs états, il faut que nous les renforçons en matière de capacité, en matière d'éducation, en matière il faut que nous les renforçons tout simplement, dans tous les différents domaines, pour que le pauvre puisse comprendre pourquoi on vient l'aider. On ne l'aide pas pour qu'il continue à être pauvre. Nous l'aidons pour qu'il puisse se prendre en charge. Puis la pauvreté, on ne peut pas compter chaque jour, de manière indéfinie. Il faudrait que nous-mêmes, là, dans les politiques, nous puissions former nos populations à la base. La pauvreté, là, il faut que nous puissions les inculquer que c'est des aides pour les sortir. L'inexistence de ressources suffisantes pour permettre à l'individu, au groupe ou à la société de satisfaire ses besoins fondamentaux et se développer normalement implique la pauvreté, un fléau qui est la conséquence de plusieurs maux tant au plan national qu'à l'international. Les objectifs de développement durable sont, sans aucun doute, un élément important de l'éradication de la pauvreté, mais les politiques de développement actuelles au plan national sont bien remises en cause. Il faut donc pour le Bénin des institutions nouvelles qui agissent réellement dans
l'intérêt des groupes marginalisés de la société. Il est aussi important que se prennent des mesures d'incitation visant à stimuler des ressources qui permettent aux plus pauvres de réaliser les aspirations humaines et renforcer les capacités de la personne et de la dignité humaine.